Bonjour à tous et nous sommes ravis de vous accueillir ici dans ce beau lieu qui est cet Opéra Bastille. Merci d'être avec nous, merci de participer sur un débat d'actualité toujours un peu sensible. Je vais juste nous présenter, nous les journalistes animateurs, et Nicolas vous présentera nos intervenants de qualité. Donc moi je m'appelle Isabelle Mandreau, je suis journaliste au journal Le Monde depuis une vingtaine d'années, mais je reviens tout juste d'une correspondance à Moscou où je suis restée 5 ans. Avant ça, j'ai fait le Maghreb, etc. Mais voilà, ma dernière mission était correspondante à Moscou pendant 5 ans. Et Nicolas Boursier, mon confrère, a été, lui, correspondant plusieurs années au Brésil et s'occupe aujourd'hui des États-Unis et du continent américain. Voilà, je te passe la parole, Nicolas. Merci. Avec moi, ça fait 23 ans, donc tous les deux, ça fait pas mal d'années, ça fait presque un demi-siècle. Merci d'être là. Merci Isabelle. Merci d'être aussi nombreux pour un tel sujet qui nous concerne, une table ronde qui va durer 1h30 sur les ingérences de Poutine, un sujet sensible, parfois difficile, même hautement inflammable. Nous avons deux éminents spécialistes qui ont la gentillesse de venir nous rejoindre. Françoise Thom, historienne, célèbre pour ses écrits, spécialiste de la Russie, spécialiste du régime russe, du pouvoir russe, auteur de plusieurs livres, notamment sur Beria, et un petit livre qui vient de sortir sur Comprendre le poutinisme, qui est une sorte de livre, un coup de poing, vous nous expliquerez un peu sur comment marche ce système de Poutine. À ses côtés, nous avons le journaliste d'investigation nord-américain, David Corn, spécialiste de la politique américaine, militant aussi, très engagé. Il a été contre la guerre en Irak. Il est rédacteur en chef à Washington du bureau de Mother Jones, une revue qu'on ne présente plus, qui est là depuis plus d'un siècle pratiquement, et qui est l'auteur avec son collègue Michael Isenkov d'un livre qui s'appelle Russian Roulette, qui est juste devant moi, The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump. Voilà, tout est dit. Je vous laisse la parole. Alors, on va commencer avec vous, Françoise Thom, pour savoir un petit peu s'il y a une continuité aujourd'hui entre la politique internationale de la Russie et celle d'hier. C'est vrai que Vladimir Poutine est un produit du régime soviétique, mais est-ce qu'il mène la même politique? Et je lisais dans votre livre, en fait, vous dites aujourd'hui, vous parlez d'une certaine continuité avec la doctrine Jdanov, vous nous expliquerez peut-être, et dans votre livre, vous dites la mission de la Russie de construire un nouvel ordre mondial sur la base des civilisations non occidentales. Est-ce que les ingérences de Poutine en sont la traduction? Oui, alors effectivement, il y a la question de la continuité se pose, la continuité avec la période soviétique. À l'époque communiste, les soviétiques avaient déjà essayé d'influencer les élections américaines. Andropov avait organisé une grande campagne contre la réélection de Reagan en 1984. Mais les grandes campagnes montées par le Kremlin dans les années 1980, et il y en avait d'autres que celle contre la réélection de Reagan, il y avait la grande campagne contre le déploiement des Pershing en Europe. Ces campagnes se sont finalement traduites par des échecs, comme vous le savez. Alors la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi la stratégie du Kremlin est plus efficace aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque communiste. Rappelons à ce propos qu'il n'y a pas que l'élection de Trump. Pour prendre l'année 2016, on a le Brexit, qui est célébré en Russie comme un immense succès, annonciateur de la désagrégation de l'Union européenne. Vous avez la même année, en 2016, un référendum néerlandais qui rejette l'accord d'association avec l'Ukraine. Vous avez l'élection du pro-russe Dodon à la présidence en Moldavie, etc. Donc, vous avez toute une série de succès. Je ne prends que cette année 2016. L'étude de l'action du Kremlin pendant la campagne électorale américaine nous fournit des éléments de réponse
En effet, le cas américain est riche en enseignements pour nous autres Européens, parce que c'est aux États-Unis qu'une enquête approfondie sur la stratégie d'influence russe a été réalisée, même si, à mon avis, toutes les ramifications de l'action du Kremlin n'ont pas été véritablement explorées. Mais on peut quand même tirer un certain nombre de conclusions des enquêtes sérieuses menées aux États-Unis. Alors, premièrement, l'efficacité de l'action du Kremlin, elle tient d'abord à ce qu'il dispose d'immenses moyens financiers, si on compare avec la période soviétique. Étant donné que la Russie a beaucoup de pétrodollars et les revenus du gaz, les exigences de la population russe sont extrêmement modestes, et la population russe est réduite à la portion congrue. Et donc, les hommes du Kremlin peuvent dépenser sans compter pour le secteur de puissance de l'État, c'est-à-dire l'armée et évidemment les services secrets et toutes les opérations de subversion du monde extérieur. Pour en venir à la propagande proprement dite, désormais, elle est débarrassée de l'idéologie marxiste-léniniste qui était un véritable ballast à l'époque soviétique. Et donc, cette propagande fait preuve d'une souplesse bien plus grande qu'à l'époque de Brejnev. Et elle a beaucoup plus de canaux d'influence à l'étranger qu'elle ne l'avait, puisqu'elle était en quelque sorte enchaînée au Parti communiste, et c'était évidemment un handicap. On reconnaissait la propagande en fait à la langue de bois communiste. Aujourd'hui, Moscou n'a plus à faire la réclame du socialisme réel. Elle se consacre à une propagande entièrement négative qui vise à désintégrer les sociétés et les États occidentaux. Et là, elle joue un peu sur le velours parce qu'aux yeux de l'opinion, la noirceur est toujours crédible. Par rapport si on compare avec la période soviétique, on constate aussi que le Kremlin dispose aujourd'hui d'une grande variété de vecteurs d'influence, beaucoup plus grande qu'à l'époque de Brejnev, encore une fois. Le livre de David Korn montre notamment l'utilisation des oligarques. On voit le rôle très important des oligarques, et pas seulement des oligarques russes, parce qu'attention, il y a une véritable internationale des oligarques du Kremlin. Ils peuvent être originaires de pays post-soviétiques, et puis vous avez aussi des Occidentaux qui sont devenus des oligarques du Kremlin. On peut penser au chancelier Schröder, par exemple. Donc, de nombreux vecteurs d'influence. Le Kremlin a aussi l'art d'utiliser les chevaliers d'industrie occidentaux. On voit des personnages comme Manafort, par exemple, qui se mettent au service de ces objectifs simplement parce qu'ils veulent faire fortune rapidement. Donc vous avez toute une nébuleuse qui est bien mise en lumière par les enquêtes menées aux États-Unis. Donc ça, c'est déjà un élément d'explication. Une deuxième explication, non moins importante, peut-être plus importante encore à mes yeux, c'est que cette stratégie d'influence prend les sociétés occidentales en tenaille par une politique qui est menée en haut et en bas. En haut, une politique de cooptation et d'influence des élites, et notamment des élites dirigeantes, combinée à un travail de propagande en profondeur dans les masses grâce aux réseaux sociaux. Donc on a vraiment cet effet de tenaille qui rend cette stratégie extrêmement efficace.
À l'époque soviétique, le KGB devait planter sa désinformation dans d'obscurs journaux indiens et on finissait toujours par retrouver sa trace. Aujourd'hui, les trolls du Kremlin agissent masqués grâce aux réseaux sociaux. Donc vous avez une convergence entre des élites qui subissent une influence croissante de Moscou et des masses qui sont orientées dans le sens souhaité par le Kremlin, par le travail des réseaux sociaux. Un autre facteur encore très important à mon sens et qui ressort aussi très bien de la narration de David Korn dans son livre, c'est le déclin dans les démocraties libérales de l'instinct de conservation. Je vous donne un exemple tiré du livre de David Korn. Lorsque les services britanniques informent la CIA des responsabilités du Kremlin dans l'assassinat de Litvinenko, ils s'attirent cette réponse de leurs collègues outre-Atlantique: c'est votre problème, pas le nôtre. De même, aussi très frappant, il semble qu'au printemps 2014, la taupe de la CIA, que la CIA possédait dans les cercles dirigeants du Kremlin, avertit son contact américain que le Kremlin est en train de monter une vaste campagne visant à attaquer les institutions occidentales et de saper les démocraties occidentales. Il indique que cette opération devait mettre en jeu des cyberattaques, la guerre de l'information, la propagande et les réseaux sociaux. On accorde à Washington très peu d'attention à ces avertissements. Donc cela passe pratiquement inaperçu. Du moins, on a cette impression. À l'automne 2014, Obama décide de ne pas réagir à une cyberintrusion dans les ordinateurs du département d'État. Il déclare c'est une opération de renseignement. C'est exactement ce que nous ferions à leur égard. It's just like what we do to them. Donc, on a un déclin de l'instinct de conservation. On a en Occident un effacement des notions de bien public et de sécurité nationale qui sont éclipsées par l'esprit partisan. Et bien entendu, tout cela favorise l'expansion de l'influence russe. Je n'ai pas besoin de vous rappeler Trump qui n'a pas rougi d'inciter en public une puissance étrangère hostile à déballer des dossiers compromettants sur son adversaire, je pense à Hillary Clinton, et il n'a pas été disqualifié pour cette sortie. Tout ça est proprement inconcevable à l'époque de la guerre froide. Alors, je passe à mon dernier point. Un des moyens utilisés par le Kremlin est aussi la diffusion en Occident d'idées fausses et d'illusions concernant la Russie, qui mènent soit à la paralysie des leaders des démocraties, soit à leur dérive dans l'orbite du Kremlin. Les idées fausses, une des grandes idées fausses, à mon avis, c'est celle de la responsabilité de l'Occident dans les dérives russes. C'est la faute de l'Occident, il ne fallait pas élargir l'OTAN, etc. On a humilié la Russie, etc. Bon, si vous regardez la chronologie de l'évolution du régime russe, vous voyez que le tournant vers le poutinisme a été pris à la fin 1993, quand l'OTAN n'avait pas été... En fait, la question de l'élargissement de l'OTAN n'était pas sur le devant de la scène. Et c'est à ce moment-là que le tournant a été pris. Donc, c'est mettre en avant la responsabilité de l'Occident, c'est simplement une manœuvre visant à attiser la culpabilité et pour paralyser l'adversaire. Un petit peu comme Hitler mettait en avant l'injustice du traité de Versailles pour justifier sa politique de conquête. Donc voilà l'exemple d'idées fausses, les illusions.
Alors, les illusions, elles sont évidemment nombreuses. Je ne prends que quelques exemples. Celle du reset, du redémarrage, ce sont les illusions nourries par les conseillers d'Obama, McFaul et Celeste Wallander, qui s'imaginent qu'il est possible, je cite, de trouver des terrains d'entente avec la Russie qui engendreront de la bonne volonté et seront couronnés de succès rapides. Bon, c'est exactement ce que nous entendons en France aujourd'hui. Il faut dialoguer avec la Russie, etc., pour trouver des terrains de coopération. On sait ce qui s'est produit avec le recette, mais visiblement, cette expérience n'est pas retenue. Alors en 2009, on avait l'illusion qu'on pouvait renforcer Medvedev et arriver à un effacement de Poutine en soutenant Medvedev. C'était l'idée du recette et de l'administration Obama. Aujourd'hui, je cite un exemple d'illusion nourrie aujourd'hui, c'est qu'une politique de rapprochement des Occidentaux, notamment de l'Union européenne avec la Russie, sur la base de concessions unilatérales des Occidentaux, permettra d'arracher la Russie à l'orbite chinoise. C'est le grand thème que nous entendons un peu partout. Alors c'est oublier, à mon avis, que du côté russe, le choix de l'entente avec la Chine n'est pas fondé sur des intérêts, il n'est pas rationnel, mais il est fondé sur une préférence existentielle. Le Kremlin déteste et méprise les démocraties libérales, et plus ces démocraties étalent leurs faiblesses, plus la dérive vers la Chine s'accentuera. C'est un petit peu une situation qui me rappelle celle de 1939, quand Staline a choisi l'entente avec l'Allemagne nazie, beaucoup plus dangereuse pour l'URSS que les démocraties occidentales, mais justement pour les mêmes raisons, par détestation du monde des démocraties libérales. C'est tout à fait similaire à mon avis. Donc, je dirais, la base de l'entente entre la Russie et la Chine est très profonde et encore une fois, n'est pas du domaine de la rationalité politique. Et il ne faut pas nourrir d'illusions à ce propos. Alors, ce qui est aussi frappant, c'est la manière dont les Occidentaux s'accrochent à leurs illusions, la manière dont les démentis de la réalité ne sont tout simplement pas perçus. Les expériences précédentes ne sont pas prises en compte. En mars 2012, Hillary Clinton envoie à la Maison-Blanche un mémorandum affirmant que Poutine voulait resoviétiser la Russie, mais pour l'administration Obama, il est encore possible de coopérer avec Poutine. L'administration Obama ne reconnaît pas tout simplement l'échec du reset. Et lorsque Mitt Romney déclare, le candidat républicain déclare que la Russie est l'ennemi géopolitique numéro 1 des États-Unis, il s'attire des ricanements dans le camp démocrate. Donc, on a beaucoup de... Encore une fois, on est surpris de la masse d'indices qui n'ont pas été pris en compte. Les campagnes haineuses menées contre l'ambassadeur américain McFaul, qui montrait véritablement l'attitude russe à l'égard des États-Unis, mais tout cela n'a pas été pris en compte. Et Obama reste sceptique lorsque ses services lui disent que les Russes s'apprêtent à annexer la Crimée. Il ne l'a pas cru. Donc, vous avez, il y a dans le livre de David Korn de nombreux exemples qui montrent cet étonnant aveuglement et cette persistance
des illusions. En février 2015, Bortnikov, le chef du FSB, est envoyé à Washington dans une délégation russe et il est reçu à la CIA, alors qu'il était véritablement la cheville ouvrière de toutes ces campagnes contre les États-Unis. Donc la réaction américaine est extrêmement lente. C'est seulement en février 2016, en juillet 2016, qu'on se convainc au sommet que les Russes ont déployé une ambitieuse opération d'ingérence dans les élections américaines. Et en août 2016, on acquiert la conviction que Poutine est l'instigateur de l'opération. Mais Obama choisit toujours de ne rien faire. Il décide simplement d'avertir Poutine en tête-à-tête au sommet du G20 en Chine et de le menacer de sanctions dévastatrices pour l'économie russe si les ingérences cybernétiques continuaient. Et c'est à partir de là que les Russes ont surtout misé sur les réseaux sociaux, ce qui était plus facile à manipuler en douce. Donc on a une sorte de paralysie. D'ailleurs, un responsable de la Maison-Blanche le dira, nous étions menottés nous-mêmes. Il y a une véritable paralysie et un manque de réaction. Et puis, en janvier 2017, semble-t-il, c'est à cette date que les Américains prennent vraiment conscience de l'ensemble du dispositif déployé contre eux par le Kremlin. Mais Trump est élu et avec Trump, bien sûr, on a un nouveau reset avec toujours les mêmes illusions, n'est-ce pas? Trump est persuadé qu'avec son charisme irrésistible, il va séduire Poutine, que la mésentente avec Moscou est la faute d'Obama et d'Hillary Clinton. Donc chaque dirigeant occidental s'imagine qu'il va faire mieux que les autres. Et la Russie bénéficie donc grandement des alternances démocratiques dans les pays occidentaux et de la mémoire courte des démocraties. Alors l'état d'esprit dans les cercles dirigeants russes, et c'est là-dessus que je vais terminer, se révèle clairement dans une remarque faite début 2016 par un conseiller du Kremlin, c'est cité dans le livre de David Korn, ça m'a beaucoup impressionné. Il compare la situation à 1949, l'année où l'URSS a acquis la bombe atomique. Il déclare « L'arme de l'information permettra à Moscou de dicter à ses partenaires occidentaux d'une position de force. » Et je terminerai là-dessus. Merci Françoise Thom pour cet exposé assez saisissant. J'ai juste oublié de vous préciser, pardonnez-moi, que nos invités font un propos liminaire de 15 minutes à peu près chacun. Ensuite, nous-mêmes, nous allons leur poser des questions. Et si nous ne dérivons pas trop dans le temps, nous vous donnerons évidemment la parole à la fin pour que vous puissiez vous poser vous-même vos questions. Françoise Thom, moi-même, en étant correspondant à Moscou, je sautais des îles Kouriles au continent africain, en passant par le Venezuela, en passant par Londres, Salisbury ou la Moldavie, etc., pour parler toujours de la Russie, qui est évidemment toujours dans l'actualité. Mais au-delà de ces méthodes que vous nous avez fort bien rappelées, moi j'ai envie de vous demander pourquoi. Parce que du temps de l'Union soviétique, il y avait une différence idéologique, il y avait un combat idéologique, le socialisme contre le libéralisme ou le communisme. Donc ça rentrait un peu dans nos schémas. Après la chute de l'Union soviétique, on s'est tous dit, ben voilà, on va tous être ensemble quelque part. Et même d'ailleurs, Poutine au départ était plus conciliant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc pourquoi on est revenu à cette confrontation, cette propagande et ces ingérences? Pourquoi? Je crois que ça tient essentiellement à la nature du pouvoir russe aujourd'hui, du pouvoir du Kremlin. Cette structure, c'est une structure de prédation. Ce pouvoir est un pouvoir prédateur avant tout.
il a, surtout depuis que l'économie russe commence à stagner à partir de 2009, 2010, donc plus, je dirais, plus l'économie va mal, plus le pouvoir est obligé de mettre en avant les succès de la politique étrangère pour persuader les Russes de consentir à des sacrifices, parce qu'au fond c'est ça, c'est la population russe est pressurée, totalement pressurée pour entretenir cet appareil de puissance, cette machine de pouvoir. Et donc, tant que la structure du pouvoir est telle, une population pressurée et une gigantesque machine du pouvoir qui trouve sa raison d'être dans l'expansion à l'extérieur. C'est la seule justification possible d'une gigantesque machine de pouvoir comme celle qu'a créée la Russie de Poutine. Donc, ce régime a besoin de s'étendre, de collectionner les succès de politique extérieure pour préserver son emprise à l'intérieur. Oui, alors effectivement, l'économie est toujours fondée sur la rente pétrolière, les hydrocarbures, etc. Mais finalement, quand même, à la fin de l'effondrement du bloc soviétique, etc., on s'est tous dit, on est un peu dans la maison commune, les liens vont se développer, et très vite, ça s'est grippé. Alors, du côté de Poutine, ses arguments sont de dire l'OTAN s'est élargie et donc nous menace de plus en plus, les Occidentaux nous ont humiliés, nous n'avons pas été compris, nous n'avons pas été entendus. D'ailleurs, dans un de ses derniers discours, où il présentait même des missiles qui allaient directement sur la Floride, ce qui est quand même assez impressionnant, par vidéo, il l'a fait, il disait « Vous ne nous avez pas écoutés, et bien maintenant écoutez-nous ». Est-ce qu'il y a une responsabilité aussi des Occidentaux ? Oui, je pense qu'il y a une responsabilité des Occidentaux, mais elle n'est pas là où on dit d'habitude. Je pense que les Occidentaux ont eu tort de s'investir de façon ostensible aux côtés des réformateurs de Boris Yeltsin, où la présence occidentale était très visible, la présence de conseillers américains et européens d'ailleurs aussi, ce qui a permis à tout un discours complotiste de se développer. Alors ces conseillers, évidemment, n'ont en général pas été écoutés, les Russes n'en faisaient qu'à leur tête, mais les complotistes autour du Parti communiste, de ce qu'on appelle les bruns-rouges, en ont profité pour développer la thèse d'un gigantesque complot occidental pour mettre la Russie à genoux. Il était clair que la sortie du communisme se ferait extrêmement douloureusement, qu'une économie ruinée par des décennies de communisme mettrait du temps à se remettre. Donc les Occidentaux n'auraient pas dû se pavaner en Russie comme ils l'ont fait, parce que ça a permis justement d'accréditer cette thèse d'un gouvernement de collaboration. Le gouvernement d'Yeltsin était appelé le gouvernement d'occupation provisoire par les communistes. À mon avis, l'erreur de l'Occident, elle était là. L'erreur aussi, ça c'est plutôt celle de Bill Clinton et de tout d'ailleurs des autres Occidentaux, ça a été de s'engager dans la vie partisane russe, de soutenir Boris Yeltsin à bout de bras, comme l'a fait l'administration Clinton. C'est-à-dire l'analyse occidentale de la politique russe est toujours extrêmement personnalisée. On ne va pas essayer de comprendre ce qui se passe en profondeur dans la société russe, dans le monde politique. On se dit, il y a un good guy, il y a quelqu'un de bien, c'est Boris Yeltsin, il faut soutenir Boris Yeltsin contre les méchants, et voilà. Et l'analyse ne va pas plus loin. Donc tout ça a conforté, encore une fois, ce complotisme et cette idée que l'Occident était acharné à détruire et à humilier la Russie, alors que les motivations étaient toutes différentes. C'était l'idée que de la part des Occidentaux, c'était une transition, que la transition se fasse le plus vite possible et le mieux possible. Mais les Occidentaux ont été extrêmement
maladroit à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que les germes de toute cette construction paranoïaque ont été plantés. Mais il faut dire aussi que c'est une tradition dans, je dirais, pour l'historien de la Russie, c'est très clair, il y a un penchant paranoïaque qui existe. C'est une tradition de penser que le gouvernement est aux mains de l'étranger. Par exemple, en 1917, une des raisons de la chute du tsarisme, c'est qu'on était convaincu dans l'opinion russe que la cour était infiltrée par l'Allemagne, elle était au service de l'Allemagne et sabotait l'effort de guerre. Ce sont des thèmes récurrents dans l'histoire russe. Donc il faut penser qu'il y a aussi une certaine pesanteur, une pesanteur historique qui peut être à l'origine de ces évolutions. Alors, dernière petite question avant de passer la parole à David Korn et à mon confrère Nicolas. Est-ce que je viens de lire en fait le dernier livre de Gorbatchev, qui est un peu son testament politique, qui est présenté comme son testament politique. Gorbatchev, qui a toujours une très mauvaise image en Russie, inversement proportionnelle à l'aura qu'il a eue en Occident et qu'il a toujours, et qui s'inquiète vraiment et qui dit il est minuit moins 2 avant qu'on bascule dans la guerre. Est-ce que cette confrontation, comme ça va tenir aussi notre auditoire bien en haleine. Est-ce que cette confrontation va dégénérer? Est-ce qu'elle peut dégénérer? Et où est-ce qu'on y va tout droit? Je pense que ce qui est dangereux, c'est surtout le chaos qui s'installe dans les relations internationales. Ce qu'un expert russe a appelé Jurassic Park, c'est au fond le système international est totalement déstabilisé, en grande partie grâce aux efforts des partisans de la multipolarité. Et donc, on aboutit à une espèce de Jurassic Park où, effectivement, une étincelle, quelque part, peut facilement dégénérer en guerre. Si vous abolissez les règles, le droit international, si tout ça ne vaut plus rien, eh bien, il ne reste plus que la force brutale. Et ceux qui possèdent la force brutale vont être tentés de l'utiliser, c'est tout. Merci Françoise. Merci pour cette transition douce. Passons du côté américain, on va revenir, vous l'avez mentionné de nombreuses fois. David Korn, pendant 2 ans, ce qu'on a appelé le Russiagate, l'enquête russe, a tenu en haleine tous les jours les médias, le public américain. Déjà, on a parlé d'un impeachment de Trump. On a eu un procureur spécial, Robert Mueller, qui a mené une enquête colossale, où il a été établi avec moult détails les efforts russes pour influencer les élections américaines de 2016. C'est un fait, ça a été écrit. Il y a 192 poursuites pénales qui ont été lancées. On a eu 34 personnes inculpées, 27 ressortissants russes. On a dont 12 membres du FSB et du GRU, le renseignement militaire. 4 membres de l'équipe de Trump ont plaidé coupables. Michael Flynn, George Papadopoulos, Paul Manafort et Eric Gates. Vous avez évidemment mentionné tout ça dans votre livre. Michael Cohen, l'avocat personnel de Donald Trump, a récolté 3 ans de prison. Samuel Patten, pour citer encore un dernier, a plaidé coupable pour avoir fait transiter de l'argent qui venait de Russie et d'Ukraine, encore l'Ukraine, pour la journée inaugurale de Donald Trump à Washington. On a eu ce qu'on appelle un président sous influence, ça a été dans plusieurs titres dans les médias. Vous-même, dans votre livre, vous parlez d'une bromance entre Trump dès les années 80-90 avec Moscou et avec les hommes du Kremlin. On a parlé de compromat. Comment se fait-il qu'une telle enquête russe ait abouti à ça, c'est-à-dire ne soit pas allée plus loin vis-à-vis de Trump? First, let me apologize for not being able to talk to you in French. I studied it in high school. My accent was so bad, my French professor said, do a favor to France and take up Spanish. And I want to thank Le Monde for inviting me and everybody for making this a fun trip. America has been through
a period of the last 3-4 years that can be somewhat described as collective mass denial, in which there was a systemic and sweeping attack mounted on the United States. It was not mounted with guns and tanks and fighter jets. It was mounted with information and hacks and computer infiltrations. Yet it achieved a strategic objective of a foreign adversary of the United States. Donald Trump was elected with help from the Kremlin because that's what the Kremlin wanted. It's not the only reason Donald Trump became president, but it is one of several decisive factors. And it is something that the United States collectively has not been able to fully come to terms with, in part because Donald Trump can't come to terms with this. His presidency is indeed delegitimized, tainted to a certain extent, and he refuses to acknowledge that. And I can talk in a moment why that has led to the current scandal that you might have heard about. But he can't acknowledge it. His one half of the United States political system cannot acknowledge it, that is the Republicans. Donald Trump still has a base support of at least a third of Americans, maybe a little bit higher, maybe a little bit lower, and they can't acknowledge this. And the Democrats, so shocked by the loss in 2016 to Donald Trump, never figured out how to make this a political issue without looking like they were using it as an excuse, which is what they fell into a trap. Donald Trump and the Republicans and others said, you're just saying this because Hillary Clinton was a bad candidate. Now, Hillary Clinton was a bad candidate, but that doesn't mean that the Russian attack didn't happen. And the media, the general media in the United States, had a very hard time covering this because it went beyond the boundaries, the realm of usual politics. Saying that the current president of the United States was a collaborateur of the Russians in an attack on the United States seemed like an extreme position to have. It happened to be true. But in the face of Trump's denials, a lot of people within the conventional media were, in America, we'd say, pussyfooting around this, tiptoeing around it, not taking it straight on, and treating this like a serious matter. Now, there were investigations. The intelligence community of the United States in early 2017 put out a report saying the attack was real and that the attack was designed in part to get Donald Trump elected. Donald Trump, of course, was saying this is a hoax, a witch hunt, and attacking his own intelligence community. You had an investigation run by the Republicans in the House of Representatives, our lower body of Congress, in which they ended up focusing not on the Russian attack and interactions between the Trump campaign and Russia while this was happening, or Donald Trump's denials while it was happening, which gave cover to the Russian attack. They focused on the origins of the investigation and created an entirely alternative narrative, and I would say an alternative reality, in which for them the scandal was, why did U.S. intelligence start investigating the Trump campaign during the campaign? Wasn't that a dirty trick? And this was amplified by Fox News, which is not watched by every American, but it's watched by a number of Americans, and what they successfully done to an extent that I don't think has ever really happened in the United States was they created this alternative reality within an echo chamber that became impenetrable by outside facts and revelations. So whether it was the Mueller report that came out recently,
or a series of revelations that came out continuously after the election in the New York Times, in the Wall Street Journal, in Mother Jones, the publication that I help edit, in the Washington Post. They did not change this Trumpian reality that is not adhered to by a majority of Americans, but by a significant number of Americans. So we got into this position. It was sort of like, World War I and trench warfare. Each side was sort of dug into the ground and not willing to really move or able to move. And you had with Trump, what he's waged is this war on the media, which is very Putin-esque. It's very authoritarian, in which he basically says to his base and his side, you can't trust anything they say. If they find out anything scandalous about me, it is wrong, it is corrupt, it is dishonest. They are trying to destroy America. This is part of his narcissism, in which he identifies America with his own political interests. This is happening literally today. I'm not sure he's awake yet, but as soon as he is, he will be tweeting this. And so America has been undergoing this tribalization of our politics. It's become more of a divisive and divided society. And we can get into this later. Part of that is because of the growth of the internet, which has allowed people to find others who are like-minded and remain within their bubbles and absorb only media that supports their point of view. And certainly in this case, in the case of Trump's followers, it's often been media that is the equivalent of state propaganda. Russia Today, but in America. And it's become somewhat frustrating for a journalist to see that we have to have a war over just basic facts. And it's hard to agree over what reality is. And I was thinking about this yesterday as I was trying to consider the bigger picture to present today. Because you look at what's happening not just in America, but with England and Brexit, and the Russian intervention here, basically on the side of Le Pen and the National Front. You see countries that fought for and helped develop democracy now in a bit of a crisis about democracy, their standing in the world, and how they are to engage and work with their neighbors. Whether there is such a thing as collective action, whether the EU matters, and how do we interact with other nations that are at war and that impact us because people are fleeing those nations and coming to our countries or trying to. And we see there's a tremendous internal conflict in all our societies about how to do this. And Francois was talking about, why the Soviet propaganda, which was really heavy-handed, pretty awkward, clumsy, unsophisticated, didn't work, but the current propaganda works. And that's partly because they have figured out, the Russians have figured out that what they have to do is take advantage of the pre-existing divisions in our nations. They don't have to convince us that communism is better than capitalism. It's not about winning that war, that ideological war of ideas. It's about basically screwing up things that are already screwed up. It's, part of the campaign against the United States in 2016, it wasn't just, we're going to put out propaganda that Hillary's bad and Donald Trump is good. It was putting out propaganda on the issues of immigration, on police violence, and a host of matters that America's already at war within itself about, and just making it worse, putting gasoline on a fire that we ourselves
have not been able to put out. It's a lot easier to encourage people who are damaging themselves to damage themselves further than to come in and say, hey, you should be more like us. And so that's the ease at which that can happen occurs because of the internet, because of the multiple streams of information that people now are exposed to. You can reach people, right? You don't have to go through a publication. You don't have to convince an editor to publish something. You can put something on Facebook. You can take out ads on Facebook. You can pay for them in rubles, which is what happened in 2016. And Facebook said, we don't mind. Can't do that so much today, but they'll find other ways. And so we have a system in which there is no, what I would call media consensus anymore. Now, media consensus in some ways used to be a bad thing. The early days of the Vietnam War, the media was fully behind it, and if you were protesting or had a different point of view, it wasn't covered. But now we have a world in which there's no consensus on facts. There's no consensus that Russia did attack, that Donald Trump did help that attack, if not by direct collusion, by saying during the campaign the attack was not happening. He echoed Putin's disinformation campaign, which made the attack easier for Putin to pull off. These are facts, they're undeniable, but yet they are denied. And there's no media in the United States that's powerful enough to say, this is what we need to accept. After we accept this, we can have a debate or a discussion about what to do, but whether it's important, whether it's a good thing or a bad thing, but these are the accepted facts. And so with the media fragmented along these lines, we get into a situation in which it's easy to exploit from the outside and from the inside if you're an authoritarian. And so I'll finish up with sort of the even larger point. I'll keep getting bigger and bigger, in that we're going to have a debate in our country, and I think throughout the West and around the world, about what is real. How do we know what we know? There's a new thing out there called deep fakes. I don't know if that translates into French, but it's basically now there is the technological ability to make a video of any one of you saying Putin is the greatest leader ever, and it would look entirely realistic. And you can post that anywhere and then create an effect. And then how do people know that that's not true? How can they, you used to be able to say you can trust your own eyes and trust your own ears. But soon that's not going to be possible. And then when we reach that point, who comes in and arbitrates? If there are no trusted voices, either in political leadership or within the media itself, everybody will believe what they want to believe. And that is a recipe for societies that can't reach agreement on the big problems that face us today. The preservation of democracy, freedom, the preservation of the environment, and resolution of global conflicts, and trying to do something about the possibility of nuclear war. If we can't decide, if we can't tell what is real, we can't have real conversations. Now, the theme of the conference is imagine. And I think of the John Lennon song, which is imagine what it would be like if we all could come together, if religion didn't divide us, what a type of world it would be. But these days, I think we can also imagine a much darker path ahead if we can't work our way through some of these very difficult problems and dilemmas. And it's hard to do it. It's like fixing an airplane while it's in the air. And it's also like fixing an airplane while there are people on the ground shooting at it, which is which brings me back to Putin or to other authoritarians, autocrats within a country or from outside of a country.
America right now, and certainly I think European societies, are very easy targets for people who want to exploit hate and division. And so it makes it even more challenging and a greater problem to figure out how to resolve these issues. So I'm imagining how bad things can be, but at the same time, I'm trying to imagine what are the possible pathways out of this, because I do know in the United States, I'll finish up on this point, the Trumpian view is a minority position. He did not win a majority of the popular vote. His popularity is not a majority position. And so the challenge I think we face in our country is to enable and energize people who do care about facts, who do care about science, who aren't motivated or susceptible to the bigoted and hateful demagogic tactics, and how you bring them together while others are trying to keep them apart. Merci pour ces sombres perspectives. Just a little bit to think about. Justement, on essaye. Vous parliez de la frustration des journalistes et justement comment faire si même un procureur comme Robert Mueller, qui avait des évidences dures, qui avait des événements notés dans des agendas, qui avait des réunions à la Trump Tower le 6 juin 2016, qu'il y avait des attaques ciblées, on connaissait les adresses IP, qu'il y avait tout ce flot d'informations qui était vérifié et recoupé. Comment se fait-il? Nous, journalistes, nous avons du mal à en parler. Comment un procureur de la carrure d'un Robert Mueller, dont on connaît l'intégrité depuis tellement d'années, même si lui n'a pas réussi à mettre en place, en tout cas pointer du doigt une collusion, peut-être il a laissé la porte ouverte à l'obstruction. Pourquoi son enquête a fait flop à ce point-là alors? I think in some ways it was very difficult for Americans, and that would include people in the media and certainly elected officials, to conceive that America was successfully attacked in this manner. I think that was just a very difficult thing to absorb and process. And a lot of people certainly don't want to believe that's possible. It raises too many difficult questions. And so that was the environment that Donald Trump and the Republicans were able to exploit in order to make this all seem very confusing. And Donald Trump, who is very savvy, not smart, but savvy, I hope that translates well, was able to create sort of false standards. He said, there's nothing here, there's no collusion. I did not work directly with the Russians. And he made that sort of the core of the controversy. But that was never really the issue. No one ever thought that he sat down with Russian hackers and said, this is the part of the Democratic Party computer system you must enter, and here's how you do it. You go in with bit 45, and you find route number 7, and you get in that way. No one thought Donald Trump did that. What he did was much more subtle. Not even that subtle, but more subtle, in that he encouraged the attack by saying it wasn't happening, and by having meetings, secret meetings, with Russian cutouts, middlemen, intermediaries, while the attack was underway, which sends a signal to the Kremlin, hey, we don't mind that you're doing this, which I consider a profound act of betrayal. But yet, he managed with his media savviness to make the issue about whether he colluded directly, and if he didn't, well, then there's nothing there. He made it very binary. Now, enter Robert Mueller, and he's a prosecutor, and his task in this position was to find evidence of crimes. Crimes.
Now, there are a lot of things you can do that are wrong, but may not be illegal. And it was not his job to say Donald Trump betrayed America. It was his job to say, did Donald Trump commit a crime? And he is, you know this, you've seen him. He's a very traditional, conventional person who plays by the rules. He's an institutionalist. And he saw his job as not to describe to America, hey, you guys better wake up, this guy did something really bad. It was his job to say, are there crimes or are there not crimes? And it was up, and he believed it was up to the politicians, up to Congress, up to the American public to read his report, or in the entire 478 pages, and reach your own conclusion. Now, unfortunately, in this media age, that doesn't work. If he, as a trusted figure, is not going to go out there and tell people the big picture, it's not going to happen. So he stuck to the norms, the rules that he has played by his whole life, and his report did not have the impact it should have, because the political environment had already been established, and unless he did something dramatic, that was not going to change. On revoit surgir la question ukrainienne. C'est un nouveau débat. On a vu une hystérisation des tweets de Trump, un énervement très fort devant les médias ces derniers jours. Donald Trump avec une réaction très, très violente aux questions des journalistes. Est-ce qu'à un moment, on peut imaginer que ces 30%, 35% d'électeurs de Trump, et toujours supporters de son action, une sorte de lassitude va pouvoir se mettre en place? Est-ce que, comme on voit d'ailleurs à Moscou ou ailleurs, des mouvements de contestation qui grandissent, est-ce qu'aux États-Unis, ce type de comportement et ce type de réaction face à des accusations ou à des questions peut à un moment casser dans son image et dégringoler dans les sondages? Visiblement, il y a un petit frétillement actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? It depends who you're talking about. His base will not get tired by this. They like the fact that he talks about arresting congressmen and that he, attacks the media. That's what they want. And the question is how big that base is. You said a third. It's probably about a third of America. And what happened in the 2016 election is that, okay, let's say it's 35%. He was able then to get another 11% of people who vote automatically for Republicans, independents who wanted to give him a chance. They liked the idea of a businessman president. You've heard of that, right? And they hated Hillary, for whatever reason. They weren't fans of Trump, but he won over 11%. He got them in the right states. We have this crazy electoral college system in the United States, and managed to win without having a majority of votes. This time around, he's clearly lost some of those people, call them the beyond the base voters. And so he's going to have a hard time winning them back, and he's probably lost a small percentage of his base. But I mean really small, 1, 2, 3%. Now, some of them just died because his base is very old and very white and very male and very angry. And if you're an old white guy, your risks of dying are higher. So in the last 4 years, he's lost voters that way. It's nature's way of helping us. So it's a challenge for him to win. Again, I'm not saying he won't, but it's a challenge for him to win. And what we're going to see, because he needs this, you've been in America, he needs every last single angry white person in America to vote for him. Everyone. If there's 3 in Pennsylvania who don't, he's going to lose.
So he is going to have to continually rev up the bass and take the, it's like junkies needing bigger hits and give them deeper and darker bouts of anger and to really work them up. At the same time, his own personal pathology, sickness, is driving him to feel threatened, and so he's lashing out and becoming more authoritarian and busting lots of norms and guidelines that we have. I mean, calling for the arrest of a congressman, saying that he might not leave office if he loses the next election. Now he says, I'm just joking. But even saying these things are threats to the American system. So I do think we're in a crisis. I think this is going to play out through the impeachment process, which is underway now. And he's going to become more erratic, more volatile, more demagogic, more destructive. And I don't know how our system is going to respond to that. Merci beaucoup, David Korn. On est parfaitement dans les temps, donc on va prendre quelques questions. Alors, je vous serais vraiment très reconnaissante de ne pas faire d'intervention, mais de poser des questions aussi courtes que possible pour laisser le plus de monde possible intervenir. Monsieur, au parapluie. J'ai un peu du mal à vous distinguer avec le micro arrive. Bonjour, merci pour cette conférence très intéressante. Juste, j'aimerais resituer le débat sur la Russie. Est-ce que ce serait possible de nous parler de la popularité de Poutine? Parce que je sais qu'il y a quelques années, il était très haut dans les sondages en termes de popularité. Est-ce qu'actuellement, fin 2019, est-ce qu'il est encore très populaire ou pas? Merci. Merci de votre question, Françoise. Alors, je vais vous laisser la parole, Françoise. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, il a atteint des pics de popularité qui a fait pâlir d'envie n'importe quel homme, un chef d'État, autre chef d'État. Simplement, les sondages sont peut-être assez malaisés aussi en Russie. Quand on vous téléphone en disant « Bonjour, vous êtes partisan de M. Poutine », c'est pas toujours simple, mais sa popularité était réelle. Ça a atteint un pic, en fait, avec l'annexion de la Crimée, où il y a eu une espèce d'hystérisation dans le pays très forte. En revanche, aujourd'hui, elle dégringole fortement. Et elle dégringole à mesure du niveau très fort où elle a été, quoi. Donc, en fait, il y a plusieurs phénomènes. D'abord, l'annexion de la Crimée, le phénomène s'est émoussé. Les Russes sont toujours dans des difficultés économiques et sociales importantes. Et puis, il y a aussi la réforme des retraites que Poutine a lancée cet été, qui là est un coup dur pour les Russes parce qu'il y avait une sorte de deal un peu sur la conservation de certaines avancées sociales et dont il avait promis en plus qu'elles ne seraient pas remises en cause et qu'il a remis en cause. Donc tout ça, et puis il y a une usure parce que Poutine, il est depuis 20 ans au pouvoir. 20 ans, c'est beaucoup. Nous, on est habitué à une alternance. 20 ans, c'est beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes dans la rue qui sont de la génération Poutine, qui ont 20 ans et qui voudraient que ça change. Françoise ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que il y a des signes de lassitude de Poutine et sa popularité est en déclin. Et j'ajouterais effectivement que les sondages ne sont pas toujours fiables. Hein. Il y a ce qu'on appelle en Russie la commande sociale. Et si les résultats étaient trop négatifs, je crois que les sondeurs craindraient tout simplement de les ébruiter. On va prendre une autre question. Alors, merci d'être aussi concis que monsieur, c'était parfait. Qui veut poser une question? Excusez-nous, on ne vous voit pas très bien. Ah oui, au premier rang, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne pensez pas que les courants politiques qui ne défendent pas la démocratie, je ne développe pas puisqu'on est prié de poser des questions, se sont réfugiés en politique internationale, ne peuvent pas être pour que les démocraties se serrent les coudes puisqu'ils sont contre la démocratie et qu'il leur reste un anti-américanisme hystérique
qui offre une voie royale à Poutine, parce que si on ne défend pas la démocratie, pourquoi va-t-on s'opposer particulièrement à Poutine? Monsieur Korn, peut-être. Well, one thing that we discovered, my colleague Michael Isikoff and me, when we were writing the book, was that, Putin had this idea that he was under attack or being surrounded, encircled by the West and by the United States. And one way to sort of, get at that was to make the case internally that the West wasn't that great, that democracies are messy, and that they don't function that well. And so what they were, as part of their strategic intent, is to make that true. And so if they see Brexit underway, if they see America becoming divided on many lines, they want to increase those divisions so that America or England and others cannot band together as effectively to confront Putinism, and so he can then tell his own people, because he doesn't want democracy there, right? Say, look what's happening in the West. Do you want Brexit? Do you want a Brexit here? Do you want an American society where there's, people are arguing about racial issues and they're having elections that don't work? I mean, one great fear that the American government had in 2016 and that we have again for 2020 is not that the Russians will get involved or other outside players and try to affect things in terms of politics and ideas and foster divisions. It's that they will actually get involved with the mechanics of the election and make an election look really messy. In America, that's easy to do. Our elections are run on the local level. And if you got into one county, one province in Ohio or Florida or Pennsylvania or Michigan, where it may be very close, and you somehow fiddled with the registration process and people can't vote or their names aren't on the rosters the way they should be, or they have to close down this particular county, you can imagine what Donald Trump would do with that if he thought he was losing. There'd be a question about the legitimacy of our election, and we'd have another crisis. So I think, from Putin's perspective, he wants democracy in the West to look bad. It makes the West less able to stand up against him, and it means, he can discount the movement for democracy within his own country. Une autre question. Il y a un jeune homme que je vois avec un parapluie au premier rang qui demande depuis le début, s'il vous plaît, au premier rang. Voilà, merci. Merci. Moi, j'ai juste une petite question pour François Stom. Je voulais vous parler de la réintégration récente de la Russie au Conseil de l'Europe, qui, dans une certaine mesure, n'a pas fait beaucoup de bruit, si ce n'est à l'intérieur du Conseil de l'Europe. Est-ce que, dans la perspective que vous disiez sur le reset, est-ce que vous pensez que c'est juste un élément de plus qui marque le succès de la stratégie du fait accompli pour la Russie et de l'échec des sanctions? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que le Conseil de l'Europe peut jouer un peu le rôle, l'ambition qui était la sienne d'être un espace de dialogue de la grande Europe, et notamment au travers de la CEDH dans une certaine mesure? Je pense que les Russes ont bien fait de voir là une grande victoire, comme ils l'ont célébré dans leur presse. Je ne crois pas que le Conseil de l'Europe puisse faire grand-chose pour le progrès des libertés en Russie. En revanche, il est vulnérable, lui aussi est vulnérable aux opérations d'infiltration et de manipulation dans lesquelles le Kremlin est passé maître. Donc c'était un mauvais signal à donner, justement parce que la Russie n'avait fondamentalement bougé sur rien. Le régime de Poutine est plus répressif que jamais. Donc il n'y avait aucune raison de changer, de changer de position. C'était un mauvais signal qui a au contraire encouragé encore le régime poutinien
à écraser son opposition. Oui, il y a des questions encore. Je vois, c'est toujours le premier rang qui se mobilise là. Oui, bonjour, merci de ces informations. Que va-t-il, d'après vous, se passer à la fin du mandat de Poutine sur la succession ou la continuation? Je ne sais pas. Oui, alors ça, c'est vraiment la question et à laquelle je pense c'est très très difficile de répondre. Je me permets de moi de répondre, mais Françoise, David. I think maybe you should answer it. You were there recently. Because I don't know. I don't know when the term's going to end. We kept saying that about Fidel Castro, and it took 50 years. So I don't know. Il y a déjà un premier constat, qui est un constat, qui n'est pas une prévision ni rien, un premier constat, aucun Russe ne croit qu'il partira de lui-même du pouvoir. Donc ça pose évidemment la question de son maintien par quels moyens, parce qu'en fait, Poutine a dit qu'il respecterait la constitution russe, qui interdit de faire de mandat de suite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait eu le petit switch avec Medvedev, le petit tour de passe-passe. Maintenant, il ne va pas rééditer je pense, la même opération qu'avec Medvedev, donc soit il revient sur la Constitution, il peut le faire, hein, s'il peut le faire, il ne s'en privera pas, soit certains imaginent, en fait, en Russie, certains imaginent d'autres scénarios. Alors, il y a un scénario qui avait pas mal le vent en poupe ces derniers temps, c'est-à-dire qu'il y a un accord d'association avec la Biélorussie, qui a été signé d'ailleurs il y a plusieurs années, qui prévoyait de faire une sorte d'entité commune entre la Biélorussie et la Russie, avec même un même drapeau. Et donc, certains se demandaient si, alors qu'il resterait un président dans les deux pays, il n'y aurait pas un super président qui viendrait se mettre au-dessus. Voilà. Après, est-ce qu'il peut devenir une sorte de patron d'un conseil de sécurité? Bon, voilà. Donc, mais ce sera toujours, dans ces cas-là, Poutine au pouvoir. Ça, Donc, les Russes ont énormément de mal à imaginer la fin du règne de Poutine. Ils ont je vais m'arrêter là, ils ont d'autant plus de mal à l'imaginer qu'il a tellement étouffé l'opposition qu'il n'y a aucune alternative à Poutine, en tout cas qui apparaît aujourd'hui. Voilà. Il y a des opposants qui se battent, mais il les a écrabouillés, donc il les étouffe. Nemtsov a été assassiné quand même, je le rappelle, au pied du Kremlin. Par 3 balles. Donc voilà, il n'y a pas d'alternative aux yeux des Russes. Donc ils sont un peu dans une impasse pour l'instant, mais c'est la grande question. Est-ce que je peux poser? J'ajouterais que la question fondamentale, c'est pas tellement de savoir si Poutine va rester au pouvoir, c'est de savoir si le clan du KGB qui est autour de Poutine va rester au pouvoir. Et peut-être qu'un autre KGBiste peut remplacer Poutine à la limite. Mais l'important, c'est de savoir si la structure de ce régime prédateur, comme je disais, reste en place, si le système continue à fonctionner de la même façon. Donc en cas de succession, je crois qu'il faudra suivre un certain nombre de critères qui permettront de voir s'il y a un changement, s'il y a des réformes réelles ou si c'est de la poudre aux yeux. On peut très bien déterminer si le cœur du pouvoir, il y a vraiment une machine du pouvoir qui s'est mise en place, une machine de puissance. Cette machine, évidemment, elle dépend beaucoup de Poutine, mais elle peut lui survivre. Et le grand problème pour les voisins de la Russie et l'Europe, c'est justement la survie de cette machine du pouvoir. Si le régime de Poutine accumule les succès de politique étrangère, je pense qu'on aura une succession guébiste, enfin une succession entre membres du FSB, du KGB, des Siloviki, vont rester au pouvoir. Les libéraux n'ont aucune chance. Par contre, si le régime essuyait des revers en politique étrangère, là, il y aurait peut-être une possibilité de réforme et de changement en profondeur. Ce qui s'est passé avec Gorbatchev, quand le régime a subi des revers sur la scène internationale, avec la guerre d'Afghanistan, avec justement l'échec des euromissiles, tout ça a poussé le régime à faire des réformes. Alors, à l'heure actuelle, on ne voit aucune raison
de s'engager dans la voie des réformes, vu que le régime de Poutine va de succès en succès, surtout, je dirais, en Europe. Je précise juste un mot aussi. Vous avez employé le terme de siloviki qui désigne en russe en fait toutes les forces, que ce soit la police, l'armée, le renseignement, etc. Et ce sont évidemment des hommes du pouvoir et ils ont ce terme siloviki en Russie. Est-ce que je peux poser une très courte question? Je suis là devant vous, là, au deuxième rang. Très courte question. J'aimerais que vous nous donniez des nouvelles de Steve Bannon. J'aimerais savoir, les élections américaines se préparent, est-ce qu'il va retraverser l'Atlantique? J'aimerais savoir s'il continuera en Europe et... Enfin, il travaille pour la solde de qui en 2019, voilà. Je vous laisse parler de votre confrère. I don't have news on Steve Bannon for you. I do know that he continues to fly around the world looking for these nationalist parties that he can claim to influence and push forward in a Trumpian manner. I do know that the Trump campaign is a bit of a snake's nest in which he would not be welcomed back in a formal manner. Trump does have this, I'm not sure I would call it endearing quality, but he does have this habit of bouncing people, booting them, firing them, kicking them out, and saying horrible things about them, and then weeks later being on the phone with them asking, what should I do? And so it would not surprise me if at some point in the next 10 minutes or the next 10 months that Bannon is called for advice by Trump. He would, of course, like anyone, be happy to be in that position. But the Bannon aspects of the 2016 campaign have been fully absorbed by Trump himself and the Trump campaign. I get all the campaign email fundraisers that go out every day, several times a day, and see their messaging. It's very Bannon-like. So whether he's there or not, it's going to be a Bannon-type campaign. And but I would bet that in some ways he appears. Je voudrais juste ajouter un petit détail. J'abonde dans ton sens, surtout que visiblement Bannon, ça ne prend pas très très bien en Europe. C'est-à-dire que chaque capital qu'il fait dans les meetings ou les réseaux, le réseautage qu'il a avec l'extrême droite européenne, visiblement sa culture américaine ne matche pas avec les cultures très différenciées de l'extrême droite européenne. Donc un retour aux États-Unis, pourquoi pas, oui, ça serait une surprise trumpienne, mais il nous en a fait tellement déjà. It might happen. Trump likes surprises. You could see, just always think of this as a TV show, right? Of a reality TV show. And one of the tropes, one of the cliches of any reality TV show is a character who got kicked off, you think everybody hates, then is brought back, right? For the third season or a surprise finish. And so, Trump, just to troll, just to annoy the media and liberals, might get a kick out of bringing Steve Bannon back. And if Bannon is not getting traction in Europe or South America or Asia or Antarctica or any place he may be, I'm sure he wouldn't mind being invited back into the Trump fold. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question? Madame, peut-être? Oui, vous avez levé le bras? Au milieu à droite aussi. Oui, oula, excusez-moi. Bon.
Bonjour, j'ai une question à Madame Françoise Thom. Président Macron déroule tapis rouge devant Poutine ces derniers temps. Je voulais savoir quel est votre avis et quelles seront les conséquences de cet approchement pour la France et pour l'Europe entre la Russie et... voilà. Je ne peux jamais faire de prédiction, je suis historienne, mais ce qui me semble grave, c'est ce projet de nouveau système de sécurité européen, cette volonté de créer un nouveau système de sécurité européen, ce qui est un objectif soviétique qui remonte à 1954, un vieil objectif du Kremlin, qui viserait évidemment à marginaliser les États-Unis dans la sécurité européenne et à remplacer les États-Unis par la Russie, un peu comme ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. L'ambition du Kremlin, c'est ça, hein, c'est de remplacer les États-Unis dans la sécurité européenne. D'ailleurs, Poutine l'a très bien dit à Macron, hein, vous n'avez pas besoin des États-Unis, nous pouvons très bien assurer votre sécurité, il l'a dit à la rencontre de Saint-Pétersbourg. Donc les objectifs sont clairs. Alors est-ce que c'est l'intérêt de la France de se faire l'instrument de cette russification de l'Europe? Ça me paraît extrêmement douteux. Mais le risque, en tout cas, est là. Hein. C'est un moment vraiment, je pense, dans l'histoire européenne, un moment très, très grave, celui-là. Et je dirais le pire, c'est qu'on ne s'en rend pas tellement compte. Hein. Ces questions-là ne sont guère débattues dans l'opinion. Pour conclure, moi je voudrais vous poser une question, David. Est-ce que vous avez dit que tout le monde avait été sidéré aux États-Unis de cette ingérence russe en fait dans les élections américaines? Nous aussi, hein, on a été sidérés. Est-ce que vous pensez que ils peuvent rééditer ça, ou est-ce que les leçons ont été tirées de cet épisode? Parce que Poutine aussi a le luxe d'héberger Snowden. Enfin bon, je veux dire. Il a acquis une maîtrise, le Kremlin a acquis une grande maîtrise. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été tirées aux États-Unis sur ça? There is a tremendous concern in the United States. You have the FBI director, Chris Wray. You have the former director of national intelligence, who have all publicly said, as has Robert Mueller when he testified, that they anticipate Russia intervening again in the 2020 elections. There is a certain level of profound and pronounced concern within the U.S. government. It just doesn't reach the White House. And within our system of government, if something's not a priority for the White House, it makes it a lot harder for the other agencies to do a lot about it. Now, there are people working at the mid-level in the Department of Homeland Security, in the FBI, in the intelligence community, and all these various agencies to try to think about what could happen and try to engage or come up with preventative measures, or at least alert local election systems. But a lot of this has to do with imagination. The 9/11 Commission famously said that 9/11 was a failure of imagination. We just couldn't imagine terrorists, using asymmetrical warfare in that manner. And what we write in our book is that 2016 was the failure of the imagination too. People just did not, in the U.S. National security community, could not envision Russia doing the social media campaign it did. And, they hacked, everybody hacks, but using the documents hacked in such a public way to so purposefully affect an election almost overtly was not imagined. So now I think people are trying to figure out, okay, what is not being imagined for 2020? But the question comes back to whether there are the resources being applied to this that may have an impact and may actually diminish or prevent whatever Russia or China or Iran or North Korea
or a group of domestic players in the United States might do. Our election, I mean, if anyone really wants to know about this, talk to me afterwards. But our election system is really very vulnerable in many ways. And as we know, our political system is, our political psychology is vulnerable, and it remains vulnerable. And as long as it does, there's a lot to worry about. Bien, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir... merci à nos deux intervenants déjà, merci à eux et merci à vous. Merci David, merci Françoise, merci aux traducteurs, interprètes.